le débat. Avant d'assister au débat enfin, je tiens à remercier Édouard Zambo qui a accepté de le préparer et de l'animer. Édouard est un compagnon de route déjà ancien du micro-lycée 93 d'abord, puis du lycée Germaine-Tillion. Il a notamment cofondé le média La ZEP, la zone d'expression prioritaire, qui est un dispositif d'accompagnement à l'écriture pour des jeunes issus de tous horizons, un média qui permet à ces jeunes de publier des textes inspirés et inspirants sur l'intime et sur l'époque, dont le journal Libération publie chaque mois un florilège. La ZEP anime des ateliers au lycée depuis plusieurs années. Édouard Zambo a été aussi producteur sur France Inter et sur RFI pendant une vingtaine d'années. Il a à ce titre relayé à plusieurs reprises les questionnements de la jeunesse. S'il n'est donc pas un journaliste spécialiste d'éducation, il saura à n'en pas douter, tant mieux peut-être, il saura à n'en pas douter interroger nos invités sur cette question que nous avons voulu un peu piquante, mais surtout ouverte au questionnement du grand public. Qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde? En ce qu'elle concerne les jeunes, les familles, les professionnels de l'éducation et la société dans son ensemble. Donc nous vous le demandons maintenant. Qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde? Bon séminaire à toutes et tous. Merci. Merci Madame Brou. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous rajouter un florilège de vœux d'anniversaire. Je crois que vous en avez reçu déjà une petite quinzaine en introduction de cette journée. J'espère que cette séquence que nous ouvrons va être l'occasion de réfléchir à de nombreux sujets et des enjeux de vos pratiques professionnelles, mais aussi d'interroger, ça a été dit par Monsieur Nahar. Au revoir messieurs. Donc pour débuter cette journée et demie de réflexion et de célébration, les organisateurs ont souhaité, comme le rappelait Madame Brou, un intitulé un peu piquant, je crois qu'on dit disruptif maintenant, si on veut être dans l'air du temps. Donc qu'est-ce qu'un bon lycée si on donne le bac à tout le monde? L'occasion, on va essayer évidemment avec les participants à cette table ronde de nous interroger sur ce qui fait un bon lycée, mais aussi sur la valeur scolaire et symbolique du baccalauréat, parce que je crois que le bac n'est pas que un diplôme scolaire, notamment pour les raccrocheurs dont il a été beaucoup question depuis ce matin. L'occasion de s'interroger aussi sur les élèves, les profs, les locaux, voire même peut-être sur l'adolescence de manière plus générale. Je me tourne vers vous, Grégoire Borst, pour ça. Un spectre large, donc, qui a été détaillé par Monsieur Nahar tout à l'heure. Et voilà, et donc on prendra aussi, je vous le dis, toute une série de questions, parce qu'on va essayer de réserver une demi-heure à la fin de cette table ronde à des questions que vous ne manquerez pas d'avoir. Salle de spécialistes, je suis très impressionné d'être devant... Moi, Nathalie l'a rappelé, je ne suis pas du tout un journaliste éducation. Voilà, donc pour participer à cette table ronde, je suis très heureux d'accueillir Virginie Chartel, qui est proviseure de la cité scolaire Hélène Boucher, Paris 20e, Grégoire Borst, qui est directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Buffon, secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, je crois, et puis Stéphanie Mota-Garcia, je crois qu'on est beaucoup en dématérialisation dans ce séminaire, proviseur du lycée Henri IV, du fameux lycée Henri IV, que Timothée Denizet et Nathalie Brou sont allés rencontrer dans son bureau pour assurer sa présence vidéo avec nous. Et je vous propose de commencer tout de suite avec elle, puisqu'elle est loin, donc on va la faire venir parmi nous, autour de, et c'est comme ça qu'on va commencer ce premier tour de table, de la première moitié de cette phrase. Qu'est-ce qu'un bon lycée? On se posera ensuite la question de savoir si effectivement on donne le bac à tout le monde, et puis on déroulera la suite de nos échanges. Je vous propose donc d'écouter Stéphanie Mota-Garcia. Un bon lycée, c'est un lycée, c'est très important, et ça a ponctué aussi ma carrière, mais je ne vais pas parler que de ma carrière. C'est un lycée où on peut accueillir dans des locaux
propres déjà, des locaux accueillants, des locaux propices aux enseignements. Et ça, c'est une mission aussi très importante pour faire réussir et faire en sorte que tout le monde se sente bien dans les établissements. Mon travail avec l'agent comptable, c'est de rendre les lieux, les locaux, même s'ils vous paraissent comme ça beaux, mais c'est pas parce qu'ils sont beaux de l'extérieur qu'ils sont forcément fonctionnels, qu'on arrive à faire des lieux de vie agréables. Et ça, c'est vraiment un dossier que nous avons avec l'agent comptable pris à bras-le-corps. Et depuis 3 ans, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu en rentrant, il y a des chantiers partout. Alors, c'est pas faire du chantier pour du chantier, mais c'est vraiment pour créer des lieux de pédagogie, des lieux de vie où les professeurs ont envie de venir, les élèves ont envie de venir. Et ça, c'est souvent une facette mal connue du travail des équipes de direction. Donc voilà. Alors un bon lycée, moi j'en ai connu de nombreux. Un bon lycée, c'est un lycée où il fait bon vivre déjà, où les élèves, les professeurs, les personnels viennent heureux. Alors ça, c'est compliqué, parce que selon les établissements, c'est compliqué. C'est plus facile de venir heureux travailler au lycée Henri IV que peut-être à une époque au lycée Joliot-Curie que j'ai pu diriger ou dans d'autres établissements. Mais un bon lycée, c'est un lycée où les gens ont envie de venir. C'est un lycée, bien sûr, où les élèves réussissent, parce que nous sommes quand même là pour les faire réussir. Alors réussir... Plusieurs façons de réussir. Il y a la réussite académique, il faut réussir le baccalauréat, mais pas que. Il faut réussir aussi son projet d'orientation. Donc ça, c'est un lycée aussi, un bon lycée, c'est un lycée où on prépare l'orientation, où on fait réussir les élèves, où les gens se sentent bien. Donc voilà ce qu'est un bon lycée pour moi. Bruno Bobkiewicz, je rappelle que vous êtes proviseur de la cité scolaire Buffon, mais vous avez aussi été... proviseur du lycée Le Corbusier à Aubervilliers, du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, je dois peut-être en oublier d'autres. Et vous avez coutume de dire « je n'ai été proviseur que de bons lycées ». Vous êtes donc, en quelque sorte, notre expert. Est-ce bon lycée? C'est quoi un bon lycée? Bonjour à tous. D'abord, je pense qu'un bon lycée, c'est un lycée public. Voilà, je ne veux pas lancer de polémique sur cette question, mais c'est un premier axe qui me semble important. Le deuxième, j'en ai 5 ou 6, je vais essayer d'être rapide. Mais je m'inscris un peu dans la droite ligne de ce qu'a dit Caroline Mota-Garcia. C'est d'abord, et c'est intéressant qu'elle ait cet angle, avant tout qui n'est pas scolaire, c'est d'abord un établissement où il fait bon vivre, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les personnels. Et je pense que sur ce point, on est un certain nombre à partager cet angle-là, c'est-à-dire l'idée que, avant de parler réussite scolaire, c'est d'abord les conditions de travail et d'enseignement qui vont favoriser ces éléments. Donc c'est surtout, et c'est l'un des axes de notre travail, la question du climat et du bien-être. Le troisième point, c'est que pour moi, un bon lycée, c'est un lycée autonome, c'est-à-dire qu'il va avoir les marges, donc qui dit autonome dit autonomie, et dit marge d'autonomie, donc il va avoir les leviers suffisants pour potentiellement, et c'est ce que fait depuis 10 ans le lycée Germaine Tillon, qui va pouvoir adapter ses moyens, sa pédagogie, son orientation, son fonctionnement, parce qu'il a les marges pour le faire. Donc, et on voit bien que depuis quelque temps, alors en tant que secrétaire général d'un syndicat, je peux être très libre dans ce que je dis. Je ne suis pas représentant d'institution aujourd'hui, donc je peux y aller tranquillement. De plus en plus, souvent en ce moment, on attaque justement cette logique d'autonomie et on nous explique depuis Grenelle le format type qui devrait s'appliquer à tous par copier-coller. Et ça, c'est un problème majeur, puisque les bonnes idées viennent du terrain, et pour qu'elles puissent se mettre en œuvre, il faut que les établissements puissent bénéficier des marges d'autonomie, et donc des moyens qui vont permettre de mettre en œuvre cette autonomie. Le troisième point, c'est la mixité nécessaire à la réussite. Pareil, on a un sujet de ce point de vue, ça concerne ce que j'ai dit en introduction sur le public et donc en lien très direct le privé. C'est la nécessité d'avoir une réflexion, et on évoque beaucoup de sujets en ce moment et très peu celui de la mixité, on l'évite consciemment, celui de la mixité sociale et scolaire. C'est un élément extrêmement important que celui de développer cette logique de mixité. Et le dernier point sera scolaire cette fois.
Je pense qu'il faut qu'on réussisse à se décentrer de l'examen. Votre titre le dit, hein, donc puisqu'on donne le bac à tout le monde. Alors déjà, on ne donne pas le bac à tout le monde. Hein, on y reviendra. C'est 90% d'une classe d'âge. Enfin, en tout cas, le taux de réussite des candidats, pardon, et pas d'une classe d'âge. Il faut qu'on réussisse à se décentrer de ça et nous donner les moyens de piloter, notamment en termes d'orientation et de poursuite d'études. Le bac, c'est un élément intermédiaire du parcours. Ce qui est surtout important, c'est de préparer la suite. Hein, et pour ça, il faut effectivement faire ce travail d'orientation, d'accompagnement et nous donner les moyens d'avoir la visibilité sur ce que sont devenus nos élèves, nos anciens élèves. Et là, de ce point de vue, on a à améliorer ça, puisque, en l'occurrence, moi, je ne suis pas en capacité, j'ai dirigé 4 lycées, je ne suis pas en capacité de dire ce que sont devenus mes élèves, et peut-être que depuis des années, ce qu'on fait est complètement nul, parce qu'ils sont tous en échec, et en fait, j'en sais rien. Hein, donc, c'est un vrai sujet, parce que peut-être que le taux de réussite est très bon, mais après, ce qu'ils ont pu faire ne les a pas mis en réussite, et ça, je ne suis pas en capacité de le dire en tant que professionnel, et c'est quand même très embêtant. Donc, se décentrer de l'examen au bénéfice de la préparation de la poursuite d'études, pour moi, c'est ça aussi qui contribue à faire un bon établissement. Et surtout, dernier point, pardon, conclusion. Il y a eu beaucoup de derniers points. Pas de classement d'établissement. Hein, un bon lycée, c'est pas celui qui finit premier. Hein, parce que le classement d'établissement, ça n'a aucun sens de mettre bout à bout des indicateurs qui se mélangent. On ne mélange pas des carottes et des poireaux. Aligner et mettre bout à bout des indicateurs de plus-value pour faire un classement, c'est une idée de journaliste, hein, c'est une idée de... mais pardon, hein, j'aime beaucoup les journalistes, j'en vois tous les jours, néanmoins, dans mes fonctions syndicales, néanmoins, ça c'est un délire duquel il faut réussir à sortir. Alors si les journalistes sont capables de ça, c'est parce que l'institution leur donne à manger. Hein, donc sortons de cette logique de comparaison des établissements, parce qu'elle est vraiment terrible. Voilà. Justement, sur cette question du classement des établissements, Virginie Chartel, vous me disiez tout à l'heure, on était 3e meilleur lycée parisien il y a 2 ans, on est tombé... On a été effectivement premier. Et l'année d'après, vous étiez 121e. Oh, je sais même plus. Enfin, ça n'a aucun... Enfin, pour montrer qu'effectivement, ça n'a pas grand sens quand même. Et puis... bon. Est-ce que vous êtes resté un bon lycée ? Je pense, je l'espère, je l'espère. Et en tout cas, justement, pour répondre un petit peu à la question du bon lycée, bien évidemment, je suis d'accord avec les collègues sur le bâti et tout ce que vient d'évoquer Bruno. Mais c'est vrai que moi, ce qui me semble aussi primé, mais pour tout le monde bien évidemment, c'est qu'un bon lycée, c'est un établissement qui accueille tous les élèves tels qu'ils sont pour les emmener le plus loin possible et bien évidemment vers l'enseignement supérieur, puisqu'on se rend compte, et ça on sera sans doute amené à en reparler ultérieurement, que actuellement l'obtention du bac n'est plus vraiment un enjeu pour nos lycéens. L'enjeu, c'est absolument l'orientation dans l'enseignement supérieur. Ce sera l'objet du 2e tour de parole autour du bac. Mais quels sont les éléments constitutifs pour vous ? Bruno Wojtkiewicz a fait un petit inventaire à l'après-vert. Est-ce que vous... En termes d'accompagnement, bien évidemment, on est sur l'accompagnement disciplinaire qui est absolument indispensable. C'est vrai que par expérience, on se rend compte que le niveau seconde en lycée est le niveau le plus sensible. Hein. C'est là que les élèves commencent parfois à nous échapper aussi. Donc c'est là, sur le principe, dans un certain nombre de structures, c'est là que j'ai toujours mis, entre guillemets, le paquet en termes de moyens, parce qu'on a absolument besoin de ce suivi individualisé pour pouvoir accompagner les élèves le plus loin possible. Et quand je parlais d'études supérieures tout à l'heure, je veux dire, quel que soit le bac préparé, puisqu'on accueille des élèves en seconde générale et technologique, mais derrière, il y a possibilité effectivement d'aller vers la voie générale, bien évidemment, mais la voie technologique et la voie professionnelle aussi. Et le discours à tenir, c'est que l'objectif, c'est d'obtenir un bon baccalauréat, quel qu'il soit, pour envisager une poursuite d'études qui soit une réussite.
Donc il y a effectivement les apprentissages, il y a tout le travail qui est lié à l'orientation pour aller jusqu'à l'enseignement supérieur, avec bien évidemment l'obtention du diplôme du baccalauréat qui fait partie de cette perspective, mais aussi bien évidemment, je pense, par les temps qui courent, l'engagement citoyen des élèves au quotidien dans l'établissement qu'on décrivait au début de la rencontre. Ben, lieu de vie, et inévitablement chacun doit y prendre sa part, et je pense que c'est un beau lieu effectivement pour que les élèves expérimentent cette citoyenneté. Vous investissez beaucoup justement le dispositif citoyen, Hélène Boucher, avec des antennes associatives, avec un projet de tutorat. Tout à fait. C'est fondamental du projet lycéen pour vous. Du projet lycéen, du projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des lycéens qui s'engagent pour leurs camarades. Donc on fait ce qu'on appelle effectivement par exemple du tutorat solidaire, qui permet à des élèves de classe préparatoire de prendre en charge, là ça concerne des 6e, mais on a aussi des lycéens, des terminales qui aident des élèves de seconde sur des moments de disponibilité, parce qu'on pense que c'est extrêmement important de porter aussi ces valeurs de solidarité. Grégoire Borst, est-ce qu'un bon lycée, comme vous le disiez, c'est un lycée dans lequel les élèves comprennent pourquoi ils apprennent et ce qu'ils apprennent? Alors je pense que c'est vrai pour un bon lycée, c'est vrai aussi pour en fait tout établissement scolaire ou toute relation pédagogique et éducative. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est aujourd'hui, alors sauf endroits très spécifiques et notamment les lieux d'innovation, dans des situations où on met les élèves dans une situation d'apprentissage en aveugle. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, enfin si, pour avoir le bac, ok. Ils ne savent pas comment on apprend. Et dans cette situation à l'aveugle, qui est à peu près la même chez les enseignants. Les enseignants, ils savent pourquoi les élèves sont là et comment on apprend globalement, mais ils connaissent très peu leurs élèves. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est qu'un adolescent. Si vous regardez la formation initiale, par exemple, d'un enseignant de second degré, il n'a aucune formation sur ce qu'est réellement un adolescent. Et on le met face à une classe de 30 adolescents qui fonctionnent quand même un peu différemment de nous. Vous en êtes rendu compte, je suppose. Et donc aveugle du côté de l'enseignant par rapport aux élèves qu'il a devant lui, et des parents, qu'il faut bien le dire, sont aussi complètement paumés dans cette situation-là. Donc on est dans une situation en triple aveugle, dans laquelle par miracle se produit de l'apprentissage. Mais je le dis, par miracle. C'est-à-dire que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de se mettre dans une situation comme ça. C'est-à-dire que vous venez en formation professionnelle, vous êtes un peu moins captif que des élèves, en règle générale. Je veux dire, vous, au bout de 5 minutes, si on ne vous explique pas pourquoi vous êtes là, ce que vous allez y faire, et comment vous allez finalement suivre cette formation, au bout de 5 minutes, vous partez. Bon, les élèves, il faut 15 ans avant qu'ils puissent partir. Donc vous ne les mettez pas dans les meilleures conditions. Donc pour moi, effectivement, c'est en tout cas des établissements dans lesquels il y a un projet pédagogique clair, et on revient sur cette question d'autonomie. L'autonomie, c'est aussi de pouvoir définir un projet pédagogique, parce que ça part de là. Et ce projet pédagogique, il est explicite pour l'élève. Il n'est pas explicite que pour la communauté pédagogique. Il est totalement explicite et totalement transparent pour l'élève. Et totalement transparent pour les parents. Parce que même si on est au lycée, l'alliance éducative, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si les parents ne sont pas moteurs finalement de cette alliance éducative, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a du décrochage, donc après il faut faire du raccrochage, et on se retrouve dans des situations complexes. Et là où vous laissez de l'implicite, il y a de la création de l'inégalité. Systématiquement. C'est un enjeu, effectivement, l'explicitation. C'est un enjeu pour donner une vraie chance à ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'on prend les élèves pour ce qu'ils sont et on essaye de les emmener là où ils peuvent aller, c'est-à-dire le principe d'éducabilité. Mais ce principe d'éducabilité, il ne fonctionne. Et il ne peut fonctionner que si tout est explicite. Il faut arrêter avec les implicites qui seraient soi-disant vecteurs d'apprentissage, ils apprennent par eux-mêmes. Tout ça, il faut stopper fondamentalement cette vision, parce que force est de constater, ça ne marche pas. Je veux dire, notre système éducatif, il ne fonctionne pas, je suis désolé de le dire. Quand vous voyez le poids des inégalités dans la réussite scolaire aujourd'hui, il faut quand même qu'on fasse le constat collectif que ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire les choses différemment. Et je suis désolé, l'explicitation de tout en permanence, on ne l'a pas essayé. On a essayé plein de trucs, ça on ne l'a pas essayé. Donc peut-être que ça vaut le coup d'essayer de regarder ce qui se fait dans des établissements innovants, parce que c'est ce qu'ils font dans les établissements innovants. Aller dans les classes du lycée, c'est ce qui est fait. Aller dans toutes ces classes-là, en fait, quand on est face à des élèves en grande difficulté, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur apprend à apprendre. En fait, c'est ce qu'il faut faire avec
tous les élèves. Et donc il faut sortir de ce poids du disciplinaire et effectivement réengager une réflexion globale sur mettre notre système éducatif dans le bon sens. On commence par vous apprendre à apprendre et ensuite on apprend les savoirs fondamentaux. Et on ne fait pas l'inverse. Parce qu'en fait, globalement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez plus de chance quand vos parents ont fait des études longues parce qu'ils vous expliquent comment apprendre. Donc ça vous donne effectivement un avantage concurrentiel. Donc l'espèce de mythe de la méritocratie républicaine qui voudrait que, ou scolaire, dans lequel effectivement on a tous les mêmes chances de réussir, non, enfin on a les mêmes chances de réussir certes, mais enfin il y en a qui partent avec 4 tours de retard. Donc, et on leur dit, mais si vous faites des efforts, vous allez réussir. Non, c'est pas vrai. Ils vont pas réussir. Cours plus vite. Il faut qu'ils courent 2, 3, 4 fois plus vite que les autres. Et ça, c'est pas acceptable, parce qu'en fait, d'une certaine manière, on les trompe à partir du moment où ils rentrent dans notre système éducatif. Donc, évidemment, cet projet pédagogique clair, bien-être scolaire, je crois qu'on l'a déjà dit, c'est un enjeu. Et pour savoir s'il y a du bien-être scolaire, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Quand est-ce qu'on évalue le bien-être scolaire des élèves? Plusieurs fois dans l'année, pas une seule fois. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a des indices qui nous permettent de dire, oula, là, il y a un truc qui ne va pas, en fait. Pas individuellement, mais collectivement, sur mon organisation de lycée, est-ce que effectivement c'est promoteur de bien-être chez les élèves? Et je suis désolé, pour ça, il faut l'évaluer. Et c'est possible, hein, il y a plein d'outils pour évaluer le bien-être scolaire. Hein, alors je pense que c'est extrêmement important que le cadre scolaire soit effectivement accueillant pour les élèves. Mais leur poser la question pour déterminer le bien-être des élèves, de savoir s'ils trouvent que les toilettes sont jolies ou pas jolies, c'est peut-être un peu faible pour déterminer le bien-être scolaire d'un élève. Donc on peut aller un peu plus loin. Je suis désolé, c'est le type d'item qu'on trouve dans les questionnaires de climat scolaire. Et puis, j'y vais, moi je suis très très loin de l'institution. Hein. Moi je dépends du ministère de la Recherche, donc je peux y aller. Et puis, évidemment, c'est un lycée qui va préparer la réussite éducative de tous et qui donne donc à penser qui je suis. Parce que si je veux m'orienter, il faut que je comprenne qui je suis. L'orientation, c'est pas juste du matching, c'est pas « Ah bon, bah t'as cette compétence-là, ah bah tu peux aller là ». Non, c'est « T'as cette compétence-là, tu veux aller là ». Voilà le contrat pédagogique qu'on a entre nous pour que tu puisses y arriver. Et effectivement, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui dans l'orientation. Mais parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, hein. Parce qu'on n'a pas suffisamment de psychologues de l'éducation nationale. On est quand même un pays dans lequel on a un psychologue de l'éducation nationale pour plus de 1000 élèves. Enfin, regardez les pays du nord de l'Europe, ça marche pourquoi? Mais il y a un psychologue pour 400 élèves. Quand vous allez au Québec, il y a un psychologue de l'éducation nationale par établissement. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Ici, j'entendais qu'il n'y a pas de... Il y a une demande, oui. Oui, il y a une demande. Enfin, je veux dire, il manque quelque chose, quoi. Donc il faut des moyens. Enfin, on en revient toujours là. Voilà, globalement, ce que je pouvais dire. J'ai été trop long. Non, pas du tout. Non. Ça m'arrive, je parle trop. Non, mais on est là pour discuter. Ça m'amuse ce que vous disiez, parce que hier soir, pour préparer, je furetais un peu sur les forums d'ados et je me demandais s'ils se posaient des questions sur leur lycée. Et je suis tombé sur quelques pépites. Alors, je vais vous les livrer au fur et à mesure, mais il y avait un forum où il y avait un gamin un jeune qui disait « À quoi sert le lycée ?» Et il y en a un autre qui lui a répondu j'ai demandé à tous mes profs à quoi sert le lycée, aucun n'a su me répondre. Et puis il y a quelques autres perles. Il y en a un autre qui rentrait dans la conversation et qui lui disait, et ça va nous amener à la question suivante, à te préparer aux longues études qui t'attendent après. Et puis il y en a un autre qui était plus trivial et qui disait ça sert à avoir des vacances. C'est pour t'aider à choisir. Et puis le plus truculent de tous, je trouve, c'était un jeune qui disait sans le lycée, on serait obligé d'aller à la fac à 14 ans. Voilà. Bruno Bobkiewicz, est-ce qu'on le donne finalement, ce bac, à tout le monde? Parce que 90%, est-ce que c'est tout le monde? Et que ce tout le monde, la marge d'erreur, quand dans cette formule toute faite, c'est quand même 75 000 lycéens tous les ans qui sont inscrits au baccalauréat et qui l'ont pas. Je ne parle pas d'une classe d'âge, je parle des 747 000, je crois, l'année dernière, pour 672 qui l'ont obtenu. Donc est-ce que cette formulation du bac à tout le monde, elle veut dire quelque chose déjà ? On peut admettre que les années passant, le nombre d'élèves qui obtiennent le diplôme est en augmentation. Je crois que statistiquement, on a les éléments qui... Avec un pic en 2021. Qui prouvent, alors 2020.
je crois. Hein, juin 2020, c'est l'année Covid. 95%. Voilà. On va oublier cette parenthèse-là. On est revenu à des chiffres, mais qui sont en augmentation si on le compare aux années. Et encore faut-il comparer ce qui est comparable. Hein. Donc, quand on voit les vieilles photos ou quand on entend certains anciens nous parler de la façon dont ils vivaient l'école dans les années 80, on était avant massification. Enfin, on compare des choses qui ne l'étaient pas. Donc ça n'a rien à voir. Donc, il faut quand même se rappeler que des élèves n'ont pas accès à cet examen, en tout cas la première fois. C'est pas très grave. On va les accompagner pour qu'ils s'y représentent, s'ils le souhaitent, si on a la place pour le faire et si on est en capacité effectivement de les aider pour ça. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tant mieux si de plus en plus d'élèves sont en capacité de poursuivre l'aventure après. Et c'est bien l'enjeu. Donc, donc comment on va réussir cette équation, non plus la réussite de l'examen de type baccalauréat, mais la poursuite. Et là, encore une fois, de ce point de vue, on n'y est pas. C'est-à-dire que réussir le bac, ça n'est pas réussir sa vie. Sauf que on est très centré là-dessus en France. C'est le diplôme qu'il ne faut pas rater. Alors évidemment, il ne faut pas le rater pour poursuivre ses études. Mais en l'occurrence, la question, c'est l'après. Donc quand on voit les taux d'insertion professionnelle, on voit bien qu'il y a un delta entre le titulaire du baccalauréat et qui n'a que le baccalauréat et celui qui a un niveau de type Bac plus 2 ou plus. Donc il y a un vrai enjeu autour de la poursuite d'études et du sup. Donc c'est pour ça que je parlais de se décentrer du baccalauréat. Je ne vais pas être populaire quand je vais dire ça, mais je crois que la place du contrôle continu y contribue. Donc parce que on sait comment est organisé le système. Le système et les enseignants, je l'ai été, sont conditionnés par rapport à l'examen avant tout. Donc quand on a un examen final, on va d'abord travailler sur la préparation à l'examen final. Quitte à ce que le contenu de nos enseignements soit en décalage avec la poursuite d'études, parce qu'on a l'impression d'être nous-mêmes évalués sur le taux de réussite de nos élèves à l'examen. Et donc on va faire du bachotage, parfois quasiment toute l'année, avec des formats de contrôle qui sont ceux de l'examen. Et donc on a très très longtemps fait ça. Et donc parfois on est passé à côté de l'objectif, puisque les contenus du SUP étaient assez différents, et les formats différents de celui de l'examen. Ce qui est un problème. Avec le contrôle continu, j'espère qu'on réussit à se décentrer. Donc l'idée des épreuves anticipées de baccalauréat était au départ aller dans ce sens, cette logique de Bac-3, Bac+3. Puisqu'on passe les épreuves avant et en décalé, eh bien on va pouvoir se centrer au 3e trimestre sur l'essentiel, c'est-à-dire la poursuite d'études. Ça a complètement foiré. Donc, je faisais partie de ceux au départ qui pouvaient considérer que ça pouvait être une idée intéressante de se décaler dans les organisations. En réalité, j'ai très vite défendu l'idée qu'il fallait revenir aux épreuves de spé en juin parce qu'on a perdu le 3e trimestre. Donc voilà, on est sur cette logique de l'après surtout. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut donner aux établissements capacité à avoir visibilité sur ce que sont devenus les étudiants et ce qu'on attend d'eux dans le SUP, parce que je crois qu'à ce stade, on n'en est pas encore là, et c'est un problème fondamental. Voilà. Virginie Chartel, vous avez, avant de diriger la cité scolaire Hélène Boucher, vous avez dirigé un lycée à Vitry qui accueillait un micro-lycée. Oui. Et quand on parle micro-lycée, on parle quand même de la valeur symbolique du baccalauréat pour des jeunes qui ont interrompu leur parcours scolaire, qui reviennent, et pour lequel il a peut-être... Est-ce que ce n'est pas un privilège d'établissement privilégié de pouvoir d'ores et déjà, dès le début du lycée, de se projeter sur l'après-bac? Vous dites, c'est après que tout commence. La proviseure d'H4, quand Nathalie Brou et Timothée Denizet sont allés la voir, a dit, c'est là que tout commence. Est-ce que quand on est dans des établissements qui sont un peu plus vacillants, un peu moins réputés, où la certitude est moins grande, pour le dire, que les élèves obtiennent le bac, on n'est pas obligé de considérer le bac comme quand même quelque chose qui n'est pas qu'un rite de passage? Alors inévitablement, puisque effectivement l'objectif des élèves qui intègrent le micro-lycée au bout de cette scolarité, c'est d'obtenir effectivement ce baccalauréat pour pouvoir réinvestir des études supérieures.
Après, très clairement, ce qu'évoquait Bruno aussi, je crois que depuis le baccalauréat 2021 et l'entrée du contrôle continu, on est malgré tout sur un enjeu qui est moindre au niveau des élèves et au niveau des familles. Et ça, on le ressent très clairement pour l'obtention du baccalauréat, j'entends. La pression du bac, elle s'est évaporée partiellement. Je trouve. Alors, bon, c'est vrai que j'ai plus cette visibilité que je pouvais avoir sur le micro-lycée, c'est sur structures de retour à l'école qui sont quand même très spécifiques en termes de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce sentiment, depuis la réforme du baccalauréat, le contrôle continu, que, comme c'était exprimé dans la question, je veux dire, une grande majorité de nos élèves obtiennent ce diplôme et que toute l'importance derrière, c'est la suite et c'est effectivement l'enseignement supérieur toujours. Donc oui, je pense que dans les micro-lycées, c'est important parce que ça peut être pour certains d'entre eux aussi une fin en soi. Je veux dire, ils ont souvent des choses aussi à prouver et ne vont pas nécessairement, bien qu'on les y engage, vers des poursuites d'études. Mais l'enseignement supérieur a maintenant tout son poids et comme c'était évoqué aussi, avec pour nous une difficulté effectivement à avoir une visibilité sur les attendus, sur les prérequis, les attendus pour pouvoir justement conseiller correctement nos élèves, puisque ça ne s'arrête pas, effectivement notre responsabilité ne s'arrête pas au résultat du baccalauréat. Il y a la suite et leur inscription dans l'enseignement supérieur. Comment on fait pour motiver des élèves s'ils sont statistiquement persuadés d'avoir l'examen ? C'est pas simple. Pour ne rien vous cacher, c'est pas simple. Et on se rend compte depuis quelques années qu'on a quand même aussi un absentéisme qui s'installe au niveau terminal en fin d'année, parce que une fois qu'effectivement les comptes sont faits, qu'on se rend compte que il n'y a plus. Bon, là, on repasse à 3 épreuves, effectivement, 3 épreuves ponctuelles en fin d'année. Donc ça relance un petit peu les choses. Ça a vraiment été la catastrophe l'année dernière, parce que c'était des. On n'avait plus de terminal. Ça, pour le coup, on avait des allègements d'effectifs en termes de gestion quotidienne. C'était un peu plus simple sur les structures, mais malgré tout, ça n'était pas très satisfaisant. Mais les maintenir jusqu'au bout, si ce n'est effectivement leur faire comprendre que tous les apports qu'ils ont leur serviront pour leur poursuite d'études, c'est un exercice effectivement quotidien de force de conviction, tout à fait. Alors je reprends les chiffres parce que je les avais quand même notés. Donc les taux de réussite, c'est 95,7 en 2020, 93,8 en 2021, 91,1 en 2022 et 90,9 en 2023. Donc, on devrait baisser encore un peu. Ça baisse. Grégoire Borst, vous insistez beaucoup dans vos travaux sur la particularité de l'adolescence, et on parle, et je voudrais quand même qu'on mette maintenant les élèves au centre de nos questionnements, en disant que l'adolescence n'est pas un continuum, c'est pas un accident, c'est pas une évolution, c'est une rupture. Et vous insistez aussi beaucoup sur la nécessité, le besoin pour ces adolescents d'avoir des récompenses immédiates. Comment est-ce qu'on peut les inscrire dans un processus, 3 ans, c'est une éternité. Comment est-ce que l'école peut gérer ce paradoxe entre cet objectif lointain et cette récompense immédiate ? Alors, parlant justement de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vont traverser. Mais ce qui m'interroge sur... qu'à mon avis, il faut interroger aussi sur le lycée, c'est que c'est évidemment des périodes de transition. C'est-à-dire que c'est une période de transition entre le collège et l'après-système éducatif, et que donc ça le met dans une situation particulière, parce que une partie des choses qu'on n'a pas fait avant le lycée vont se répercuter sur ce qui va être fait au lycée. Ou de la même manière, ce que ne fait pas, par exemple, l'université a un impact sur le lycée. Parce que pour être très clair, on a fait une réforme du lycée qui entendait que l'université ait fait sa propre réforme, qui était de mettre en place des mineurs et des majeurs. Sauf que, évidemment, l'université l'a pas fait, simplement parce qu'elle n'a pas de moyens. Il faut être très clair. On n'est aujourd'hui pas en mesure, dans l'université française, notamment dans les filières en tension. Moi, je suis prof de psychologie. En psychologie, c'est, quand même que vous ayez ça en tête, c'est 15 000 dossiers pour 500 places. C'est plus sélectif parfois que la médecine. Je veux dire, on est dans un moment, effectivement, complexe à gérer, et avec une pénurie. Pour vous donner une idée, dans un département comme le mien, l'UFR de psychologie, il manque 80 profs. C'est quoi le vôtre ? C'est l'UFR de l'Institut de psychologie à l'Université Paris-Cité. C'est l'ancienne Paris-Descartes. C'est un des premiers instituts, c'est le premier institut de psychologie en France. Donc on a 100 profs et il en faudrait 80 de plus. Ça, c'est pour assurer juste nos heures de cours.
Et on nous demande de prendre plus d'étudiants. C'est juste impossible. Et on ne peut pas faire des majeurs et des mineurs. C'est impossible dans l'université aujourd'hui. Donc on est sur un système qui marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on a changé le lycée en prévision de la réforme de l'université, et la réforme de l'université ne s'est pas faite. Donc on est dans une situation effectivement qui vous met complètement en échec, parce qu'on vous dit vous pouvez faire le choix de majeur et de mineur, enfin en gros des options comme vous voulez, parce qu'après à l'université ça sera valorisé, mais ça ne peut pas être valorisé à l'université, on n'a juste pas la capacité aujourd'hui de le mettre en place. Donc ça je pense que c'est complexe pour un adolescent, parce qu'on lui demande de se projeter dans le futur, dans un futur dans lequel finalement son choix il n'est pas totalement, il est contraint, parce qu'en fait, sinon, c'est une perte de chance pour entrer dans certaines filières à l'université. Ça, c'est la première chose. Et puis qu'effectivement, c'est ce que vous disiez très bien, c'est-à-dire que se projeter sur un temps long, puisqu'on est dans un système qui valorise très fortement le master, la masterisation, globalement, on lui dit, en fait, quasiment à l'entrée dans le système éducatif. T'en as pour 8 ans. Non, t'en as pas pour 8 ans. C'est à l'entrée dans le système éducatif. À 3 ans, hein, l'école est obligatoire. On le dit. Dans 15 ans, tu sors du bac, tu vas sortir avec un bac, et après, il t'en faut encore 5 pour être masterisé. Donc ça fait 20 ans. Hein. Masterisé ou pasteurisé? Ouais, pasteurisé ou masterisé. Ça fait 20 ans. C'est un peu long. Et je rappelle qu'ils rentrent dans l'adolescence, pas au lycée. Ils rentrent dans l'adolescence au moment où ils rentrent au collège. C'est vers 9-10 ans. La puberté se déclenche, et à ce moment-là, effectivement, leur cerveau va se transformer, va réentrer dans une période de sensibilité extrêmement forte à l'environnement. Ils vont avoir des particularités du développement cérébral qui vont faire qu'effectivement, le système émotionnel va se développer très rapidement et va être totalement fonctionnel très tôt dans l'adolescence. Et tous les systèmes de régulation précisément du système émotionnel vont continuer lentement leur développement jusqu'à quasiment la fin de l'université, c'est-à-dire quasiment à la fin du master, puisque votre cerveau reste un cerveau adolescent jusqu'à 23-25 ans. Et tout ça, vous le traversez sans aucun... Encore une fois, hein, totalement en aveugle. Vous ne le savez pas, ça. Vous comprenez juste que tout d'un coup, il y a des trucs bizarres. 2 ans avant, vous arriviez à peu près à gérer vos émotions, et tout d'un coup, la moindre situation, c'est une explosion émotionnelle qui se passe dans votre tête. Ben, c'est pas très facile à gérer. C'est aussi pour ça qu'on a 40%, je rappelle que 40% des adolescents aujourd'hui ont des symptômes dépressifs. Ouais. Ben, 40%, comment une société peut pas tout d'un coup se saisir de ça en se disant c'est insupportable, ça devrait être la première chose sur laquelle on regarde finalement notre système éducatif. Donc effectivement, il y a un enjeu à ce qu'ils aient plus de connaissances là-dessus, et puis il y a un enjeu, pour en revenir au bac, à aussi se dire, finalement, si on leur dit la récompense immédiate, c'est le bac, bah, ils vont travailler pour le bac. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire autrement, d'une certaine manière. Mais je suis désolé, un système éducatif, ça ne sert pas à ça. Hein. Ça ne sert pas à avoir le bac. Un système éducatif, ça sert à préparer les élèves une fois qu'ils sortent du système éducatif. Je suis désolé, réussir dans le système éducatif, on s'en contrefou. L'important, c'est d'avoir développé toutes les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans notre vie d'adulte. Et donc oui, là je pense qu'effectivement il y a un vrai problème. Quand vous avez un système éducatif qui est piloté par les résultats PISA, ben, globalement vous construisez un système éducatif qui vous permet de réussir à PISA. Si vous construisez un système éducatif pour réussir au bac, ben, vous construisez un système éducatif pour réussir au bac. Donc en fait, le vrai pas de côté à faire aujourd'hui, c'est de se poser la question de l'évaluation. Si vous rentrez dans un système éducatif qui vous dit il faut travailler en permanence pour avoir des bonnes notes, ben, globalement, vous ne pouvez d'une certaine manière pas instaurer un système éducatif qui permet aux élèves de réfléchir justement à différer son plaisir immédiat pour obtenir une gratification différée plus importante. Alors que c'est exactement ce qu'on leur demande. Hein. On leur dit t'arrêtes de sortir tous les jours pour faire du foot, jouer à ta console et ainsi de suite, parce qu'en fait il faut que tu bosses pour avoir des bonnes notes. Ben, c'est difficile pour un cerveau adolescent. Et si vous ne lui avez pas dit pourquoi c'est difficile, je ne vois pas comment il peut être précisément motivé, puisqu'on parlait de la motivation, à s'engager dans ce contrat pédagogique que vous avez avec lui. Et encore une fois, ça c'est un implicite. Et toutes les implicites, il faut les expliciter. Et c'est un enjeu, parce que, encore une fois, vu la ségrégation scolaire qui s'opère, vu les inégalités qu'on observe, c'est un enjeu, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé. Donc essayons des choses qu'on n'a pas déjà essayées. Il y a plein de choses qu'on a déjà essayées. Ça marche moyen. Hein. Donc essayons autre chose. Vous parliez des... Alors j'avais le chiffre moi, de 35% des élèves qui avaient des syndromes dépressifs. Cette question-là, Timothée Denizet et Nathalie Brou l'ont posée à la proviseure d'Henri IV. Encore une fois, une question simple. Comment vont vos élèves et je vous propose de voir Stéphanie Mota-Garcia dans sa réponse. Ah, les élèves du lycée Henri IV, est-ce qu'ils vont bien ? La grande majorité va bien, mais nous devons faire attention parce que beaucoup se mettent beaucoup de pression. Et nous travaillons sur ce phénomène de pression
que se mettent les élèves, mais aussi la caractéristique de nos élèves, de nos lycéens. Je ne parle pas des classes préparatoires, mais je pourrais en parler après si vous le voulez. La caractéristique aussi de nos lycéens, c'est qu'ils ont des parents qui mettent une très forte pression sur leurs épaules et qui investissent trop la sphère scolaire. Les parents sont dans la négociation, les parents stressent leurs enfants. Les parents veulent toujours plus, les parents projettent. J'ai un collège, je le disais, parce qu'on est en cité scolaire, et vous pouvez croiser des élèves de 5e, vous dire « Oui, moi j'aimerais bien, madame, être en classe préparatoire pour rentrer à l'ENS Ulm ». Moi, je vous défie de prendre un petit gamin de n'importe quel autre collège qui vous fera ce type de remarques pour son orientation. Parce que les parents sont des parents qui sont, pour certains, passés par Henri IV, qui projettent et qui mettent une grosse pression. Donc, pour répondre à votre question sur les élèves d'Henri IV vont-ils bien, une grande majorité va bien, mais nous devons nous préoccuper de ceux qui vont moins bien parce que stressés, parce que parfois aussi malheureux, parce que aussi c'est pas forcément leur choix que d'être venu à Henri IV, parce que pour rentrer à Henri IV en seconde, il faut en avoir fait la demande. Il faut après avoir été sélectionné, mais une fois qu'on en a fait la demande, Affelnet voilà, vous sélectionne et vous place ou pas à Henri IV. Et nous constatons que pour certains, ce n'est pas leur choix. Certains étaient très bien dans leur lycée de secteur, avec leurs camarades, proches de la maison aussi. Parce que quand vous faites 1 heure de RER ou 3 quarts d'heure de métro, c'est pas la même chose que quand vous descendez, que vous avez votre lycée au pied de la maison et vos camarades. Donc pour certains, c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle l'année dernière, et nous allons reconduire ce dispositif, l'année dernière, nous avons initié les classes sans notes en seconde sur la période jusqu'aux vacances de la Toussaint. On l'a fait pour les secondes et on l'a fait aussi pour les 6e, pour les entrants, pour essayer de mettre un petit peu de distance entre l'élève qui arrive, qui est un bon élève, qui doit prendre ses marques, et puis les notes. Parce que les notes, ça représente encore beaucoup. Ça veut beaucoup, pour certaines familles, c'est très important. Les évaluations ont eu lieu, mais les parents nous disent « Oui, mais une évaluation sans notes, ça n'a pas de sens. » Mais si, une évaluation sans notes, ça a du sens. Mais tout ça, c'est un travail à mener au quotidien pour que nos élèves aillent mieux. Virginie Chartel, vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, très, très mobilisée sur la question du bien-être psychologique. Vous le disiez aussi, vous avez récupéré un lycée de niveau. Enfin, historiquement, Hélène Boucher était un lycée de niveau. Et puis, c'est devenu un lycée ouvert à une plus grande mixité sociale et scolaire. Fort heureusement, oui. Fort heureusement. Est-ce que c'est très intéressant de voir que les lycées, parce que là on a finalement sur ce plateau le top 10 des lycées parisiens, H4, Buffon, Hélène Boucher, pour en revenir à ces classements qui ne servent à rien et qui sont des constructions de journalistes. Je n'en ai jamais fait, donc j'ai aucune... Et je suis absolument pas corporatiste, donc... Mais qu'est-ce qu'on peut inventer justement pour que, vous le disiez tous en préalable, un bon lycée, c'est un lycée dans lequel les profs ont envie de venir, dans lequel les élèves se sentent bien. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour que ces lycées soient plus agréables? Est-ce que l'idée des trimestres sans notes vous paraît être une idée féconde? Tout à fait. Alors c'est effectivement très courageux de l'avoir fait à Henri IV parce que je suis pas sûre que ce soit extrêmement populaire, aisé, effectivement, puisque bon, moi je soutiens effectivement que les adolescents et les élèves de manière générale ne vont pas bien, très clairement. Donc on avait déjà travaillé sur ce type de projet, donc sur mon précédent établissement où on avait créé une classe sans notes. Donc alors c'était une classe, puisque sur une dizaine de divisions, il fallait trouver aussi une équipe volontaire et c'était tout au long de l'année. Et donc ça, c'était effectivement extrêmement important pour que les élèves puissent reprendre confiance en eux. Et c'était une proposition qu'on faisait aux familles au moment de l'inscription. Là, sur Hélène Boucher, on essaye de travailler sur ce type de dispositif, mais c'est bien plus compliqué puisqu'on se rend compte que effectivement la pression scolaire est beaucoup plus importante de ce côté-là du périphérique. C'est les parents qui veulent des notes? Tout à fait.
Ah oui, 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 oui. Oui, oui, et puis on reçoit en tant que chef d'établissement, et je pense que Bruno doit y être confronté aussi assez régulièrement, des mails de parents qui remettent en cause l'évaluation des enseignants, avec qui plus est la bascule des notes sur le livret qui sera basculé ensuite sur Parcoursup. Alors là, toutes les notes sont regardées, épluchées. On a des enseignants qui sont effectivement, entre guillemets, attaqués par des familles. On leur demande de se justifier par rapport à des évaluations. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Hein. Vous donniez l'exemple, c'est plus difficile à Hélène Boucher de ce côté-là du périph', avez-vous dit. Est-il plus facile de diriger un établissement innovant de ce côté-là du périph' où nous sommes aujourd'hui que de celui dans lequel vous évoluez au quotidien? Votre voisin en rigole, mais il donnera son avis. Hein. Je pense qu'effectivement, à Paris, c'est compliqué parce qu'on est quand même... on est très regardé, les familles sont d'une très très grande exigence. Je veux dire, à contrario, ce qui faisait un petit peu défaut à Vitry-sur-Seine, c'était la présence des familles. On souhaitait qu'elles soient davantage présentes, alors que là, on s'en passerait volontiers. Ouais. Non, parce que c'est vraiment des freins au quotidien. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de parents qui sont très investis de manière positive et avec lesquels on fait de très belles choses. Mais je veux dire, ceux qui nous prennent le plus de temps, généralement, c'est ceux qui font les doubles corrections, des universitaires. Enfin, vous voyez, et alors oui, voilà, ceux-là, aussi les journalistes parfois. Oui. Mais voilà, donc c'est les pires. Qui ont de très bons amis agrégés, qui ont recopié, qui ont corrigé de nouveau la copie de l'élève et au miracle, il a 10 points de plus. Non, mais des choses qui sont quand même assez hallucinantes, quoi. Donc un déficit de confiance aussi dans l'institution, et ça c'est un peu fatigant. Et donc en tant que chef d'établissement, vous devez conforter vos profs? Ah bah oui. On est par rapport à cette attaque entre guillemets familiale. Si on veut pouvoir effectivement fonctionner sereinement en tant que chef d'établissement, on doit soutenir ses enseignants. Je veux dire, quoi qu'on en pense, après on peut dire effectivement des choses à un enseignant dans notre bureau, mais je veux dire, face aux familles, etc., on est tenu effectivement d'un minimum de soutien. Bruno Bovkiewicz, cette idée des trimestres sans notes, des classes sans notes, c'est quelque chose auquel le syndicat dont vous êtes le secrétaire général est favorable ? On n'a pas forcément de position particulière sur avec ou sans notes, mais je pense qu'en tant que proviseur, on a tous essayé à un moment donné d'expérimenter ces initiatives-là pour essayer de décentrer le sujet, encore une fois. Donc, ne pas focaliser sur une note, mais plutôt sur ce qu'on a réussi à acquérir en termes de compétences. Donc, c'est des sujets, c'est effectivement très courageux de la part de Caroline de le faire à Henri IV. Elle a fait d'autres choses très courageuses, mais en l'occurrence, c'est des secteurs où les familles sont très attachées, mais derrière les familles, il y a aussi les élèves. Les élèves sont très déstabilisés en général dans un premier temps aussi avec ces pratiques-là. On leur explique, ça s'accompagne. Ils ont connu les gommettes vertes, orange, rouge. Ça marche très bien au collège et au lycée aussi. Je ne veux pas caricaturer, mais quand je dis ça, je l'ai fait, donc, et je trouve ça très intéressant. Donc il faut réussir à avancer là-dessus, sauf qu'à un moment donné, le système est fait de telle façon que la note va être utile et doit être réinjectée d'une quelconque façon. Donc malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Vous êtes à vous entendre un peu prisonnier d'un utilitarisme. Vous dites on est là à préparer nos élèves pour après. On les note, on les évalue. C'est quoi les motifs de satisfaction des chefs d'établissement ? En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend ce qu'on regarde. Si on regarde nos élèves et nos équipes, je pense qu'il y a beaucoup de sujets de satisfaction. Vos rétributions si immédiates, comme dirait... ou les politiques, c'est différent. Il faut qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse travailler et qu'on fasse confiance au terrain. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un métier passionnant. Ce qui l'est moins, c'est quand on nous demande à longueur de temps de faire des choses ou de revenir sur des sujets qui ont échoué il y a 20 ans. Donc, quand je dis ça, je pourrais parler des groupes de niveau, du redoublement, ou qu'on nous demande de faire des choses va nous sauver. Contraire à ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. La réinjection potentielle dans l'examen d'une sanction liée au comportement d'un élève,
c'est contraire à tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est né, donc professionnellement. Donc on passe notre temps à dire aux collègues ici présents au conseil de classe, ne mélangez pas le comportement et les compétences disciplinaires, et là on nous dit que précisément on va faire le contraire. Donc c'est très déstabilisant pour nous, et c'est décourageant. Avant de vous donner la parole, parce que l'heure tourne, Grégoire Borst, je voudrais se mettre là aussi dans une logique un peu prospective, parce que dans votre bouquin que je n'ai pas cité encore, à destination, enfin un de vos, mais qui s'intitule « C'est pas moi, c'est mon cerveau », que vous avez coécrit avec Mathieu Cassotti, vous insistez sur, évidemment, l'adolescence est une période de vulnérabilité, mais pas que. C'est aussi une période d'opportunité. Et vous insistez sur le fait que c'est un moment de fort intérêt pour la relation sociale, la découverte de l'altruisme et de la générosité, la découverte de l'amour et de l'amitié, et de la très forte réaction à l'injustice. Comment est-ce que le lycée pourrait s'emparer de ces potentialités pour justement mettre les élèves dans des trajectoires plus bénéfiques, enfin ne pas générer de mal-être? Je pense déjà qu'ils s'en emparent déjà. Je veux dire, le lycée, c'est quand même un lieu dans lequel on écoute plus les élèves, on les fait plus participer à la vie de l'établissement, dans lequel ils commencent à être plus engagés. Mais je crois que le lycée, il est aussi, c'est à part quand on a une vision totalement hors sol des établissements, je veux dire, les établissements scolaires, c'est le prolongement de ce qui se passe dans la société. Et de la même manière, ils doivent donc être non pas un sanctuaire, mais effectivement un endroit dans lequel on se prépare à vivre en société. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la société, je suis désolé de le dire, quand vous écoutez, si vous l'écoutez par le prisme du chef d'établissement qui entend une nouvelle réforme après une nouvelle réforme, moi en tant que psychologue du développement, chercheur en psychologie du développement, je le regarde par les stéréotypes négatifs qu'on véhicule sur l'adolescence. C'est insupportable ce qu'ils entendent tous les jours. Je ne sais pas si on se rend compte. Je veux dire, le discours sur l'adolescent, déjà les jeunes, ça ne veut rien dire. Si on disait les vieux à longueur de journée, tout le monde ferait des bons comme ça. Par contre, ça ne nous pose aucun problème qu'on dise tout le temps les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ça ne veut rien dire les jeunes. Donc déjà, on les appelle soit les enfants, soit les adolescents. On arrête d'utiliser les jeunes comme une espèce de méta-catégorie qui ne veut rien dire. Et d'autre part, on commence réellement à les respecter dans, en tout cas, le discours public. C'est insupportable ce qu'ils prennent. Enfin, je veux dire, c'est des sauvageons qui passent leur temps sur des réseaux sociaux pour faire des émeutes. Enfin, une espèce de vision totalement négative et caricaturale de ce que sont aujourd'hui les adolescents. Et le livre, il avait cette vocation-là. C'était de dire aux ados, mais en fait, vous êtes pas ce qu'on dit que vous êtes. Finalement, vous êtes largement au-delà de ça, des gens qui, contrairement à ce qu'on entend, parce qu'on l'entend même de la part de certains chercheurs, c'est des gens qui sont, les adolescents, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont hyper individualistes. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout ce qu'on observe dans le développement d'un adolescent. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à son groupe social. Alors certes, à son groupe social d'appartenance, il crée, et comme nous, je veux dire, il crée des groupes sociaux d'appartenance, il crée donc des stéréotypes pour les groupes sociaux qui ne sont pas son groupe social d'appartenance, exactement comme nous. En fait, il apprend à être des adultes dans une société, puisqu'on fonctionne exactement de la même manière. Plus le groupe social d'appartenance est loin de notre groupe social auquel nous appartenons, plus on a des stéréotypes négatifs. Je vous renvoie par exemple aux migrants, typiquement, groupe social le plus éloigné qui soit, et sur lequel on a le plus de stéréotypes associés. Et donc ça, c'est un travail effectivement de sensibilisation des adolescents sur ce qu'ils sont en train de vivre, de qu'est-ce que c'est que les apprentissages qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils apprennent plein de trucs à l'adolescence. Il ne faut pas du tout croire que c'est un moment de la vie dans lequel on apprend peu. On apprend énormément de choses à l'adolescence, outre tout ce qui est fait au lycée, sur justement les savoirs, je dirais, scolaires, mais c'est aussi un moment où on apprend tous les savoirs sociaux. On apprend les hiérarchies sociales, à se positionner dans un groupe social d'appartenance, à comprendre comment on fonctionne avec les autres. Et c'est un moment où effectivement l'injustice est insupportable. Et donc c'est un moment sur lequel on peut capitaliser pour effectivement les amener à développer une pensée de citoyen, un libre arbitre, finalement à pouvoir agir sur la société et pour la société. Il n'y a qu'à voir quand même l'engagement sur les problématiques environnementales et ne pas capitaliser
sur justement cette force du cerveau adolescent, cette capacité d'indignation, cette capacité à remettre en cause le cadre. Alors c'est un peu emmerdant, je suppose, quand on est professeur, quand on est proviseur d'un lycée, parce qu'ils remettent en cause le cadre. Mais en fait, c'est plutôt bon d'une certaine manière. Ça montre qu'ils sont en train de développer une pensée critique vis-à-vis de l'institution dans laquelle ils ont évolué pendant plus de 15 ans, et pour avoir participé comme les uns et les autres à cette institution, ou en tout cas de l'avoir traversée, avec plus ou moins de bonheur, plutôt moins de bonheur que beaucoup de bonheur, je peux comprendre leur position. Et donc je pense qu'il faut qu'on refasse une place en fait aux adolescents, mais aussi, et je voudrais le dire, c'est que ça commence largement avant le lycée, c'est-à-dire que ça commence dès l'enfance. Quand même, force est de constater qu'on est dans une société qui a totalement invisibilisé l'enfant, et que quand même, c'est très surprenant d'avoir tout ce discours autour des écrans, des effets négatifs des écrans, tout en ne se rendant pas compte que nous avons créé finalement les conditions pour qu'on passe notre temps à mettre nos enfants devant des écrans, parce que la société dans son ensemble ne supporte plus la présence des enfants dans l'espace public. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans un train. C'est-à-dire que dans un train, si un enfant fait un bruit, la majorité des gens vont se retourner pour dire « Ah, mais enfin, c'est pas celui-là, pourquoi vous ne le mettez pas devant votre écran ?» Je caricature à peine. Donc en fait, il y a effectivement à retrouver toute la place pour l'enfant dans cette société, et je pense que ça permettra à ces adolescents aussi de se sentir mieux, parce qu'ils ne se sentent pas bien aussi, parce que le discours vis-à-vis d'eux est extrêmement négatif. Qui se lance pour Madame On va le faire courir. Hein. Vous êtes prof de PS ? Merci beaucoup. J'ai une question qui est peut-être un peu provocante, mais j'ai entendu beaucoup que le rôle du lycée, c'est de préparer à l'enseignement supérieur. Alors, je suis prof du supérieur, donc je devrais être contente. Mais en fait, pas trop, parce que on sait quand même qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ne vont pas aller dans l'enseignement supérieur. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place au lycée ? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on vit toujours pour le futur, pour ce qui sera demain ? Ou est-ce qu'en fait, on vit aujourd'hui et maintenant ? Est-ce qu'on apprend à vivre la démocratie aujourd'hui dans le lycée ? Qu'on fait des projets dans le lycée ? Qu'on débat dans le lycée ? Qu'on vit ensemble dans le lycée ? Voilà, je trouve que... mais je pense que c'est un héritage de ce système qui a été construit de façon pyramidale, en commençant par le haut et en descendant. Mais je trouve qu'on a toujours cette façon de concevoir le système éducatif comme toujours ce qu'on fera demain ou après-demain, ou on le disait tout à l'heure, dans 20 ans. Mais voilà, je suis étonnée que la première priorité ne soit pas aujourd'hui, à hauteur d'enfants ou d'adolescents, d'être capable de vivre dans un écosystème qui est celui du lycée. Carpe diem. Je vous propose de prendre une deuxième question et puis vous en parlerez ensuite. Au fond, là, s'il vous plaît. Ah, pardon. Ah, bah. Désolé pour l'aller-retour. Merci. À propos du faire de la place aux adolescents, moi je me demande si un lycée sans assistante sociale, en fait sans pôle médico-social digne de ce nom, sans point d'écoute psychologique par exemple, est-ce que c'est pas aussi par définition un mauvais lycée ? Et j'aurais envie de vous entendre là-dessus sur cet enjeu du prendre soin de l'institution dans une définition large et de la question de l'accès aux droits aussi des jeunes qu'on accompagne. Merci. Merci. Peut-être une dernière et puis... il y a une troisième question. Ça évitera à monsieur de courir dans tous les sens, hein, c'est pour ça. Oui, je vais repartir sur la réflexion qui a été faite sur l'enseignement supérieur comme étant la perspective qui suit le baccalauréat. Enfin, d'abord, dans cette approche-là, on oublie toute une partie du baccalauréat professionnel et de sa fonction d'accès à l'emploi en direct. Et c'est un peu embêtant dans la réflexion qu'on puisse s'arrêter là. Mais au-delà de ça, même pour le baccalauréat général et technologique, on peut faire l'hypothèse qu'un bon lycée, c'est celui qui permet aux jeunes de construire un projet, et même en cas d'échec au baccalauréat, qui va lui permettre de réussir dans la vie, d'avoir une activité, de construire une activité, d'imaginer une activité. Et voilà, je voudrais vraiment ouvrir cette question. Le lycée, le bac, y compris le baccalauréat, ne sont pas qu'une modalité de l'accès. Certes, ça doit permettre l'accès à l'enseignement supérieur, ça doit le permettre, mais ça n'assigne pas à l'enseignement supérieur. Et je vous interroge sur cette question-là. J'en profite pour intervenir sur deux autres petits points. Il a été évoqué la question de la nécessité de se décentrer de l'examen pour avoir un lycée qui soit
soit un bon lycée, et la question du contrôle continu qui a été évoquée comme une perspective. Je partage complètement cette perspective. Malheureusement, la réalité indique un petit peu quelque chose qui a de quoi inquiéter, puisque le contrôle continu a été déployé pour des raisons qui sont liées probablement à la culture, à l'accompagnement, au fait qu'il n'y a pas eu d'incitation suffisante dans cette question. Le contrôle continu est devenu, notamment dans le baccalauréat général et technologique, est devenu une espèce de contrôle ponctuel permanent qui finalement ressemble beaucoup aux modalités d'évaluation et a des défauts qui sont notamment, enfin posent un problème qui est notamment la création d'une anxiété généralisée renforcée pour nos élèves. Et je termine sur la question des notes. A été évoquée la question de notes, pas notes. Je propose aussi qu'on pose la question de savoir ce qu'on en fait de la note, plutôt que de savoir s'il en faut ou s'il n'en faut pas. Si la note est utilisée, si la note est la trace d'une évaluation qui a une visée formative, mais qu'elle est utilisée aussi dans le cadre d'une visée sommative, alors évidemment, on a pollué toute la capacité qu'on a à donner du sens à cette note dans l'apprentissage par son utilisation dans le sommatif et dans le certificatif. On peut imaginer qu'il y ait des points de mesure, que ces points de mesure ne soient pas utilisés pour générer ou pour construire les bulletins ou pour construire les résultats à l'examen, mais que les notes qui, elles, soient prises en compte pour l'examen soient construites autrement, dans une logique où on accepte d'avoir une subjectivité engagée, à la fois de l'élève évalué et du professeur, distinctement des points de mesure. Merci. Je résume. Non. Des différents sujets. On n'a plus qu'un micro du coup parce qu'on le partage, donc vous allez vous le partager. Donc le bac, les études supérieures nécessairement ou pas. Donc première question. La question du contrôle continu et de l'anxiété généralisée des élèves qui a été soulevée. À ce titre-là, j'y ajoute une anecdote. Nathalie Bron en parlait tout à l'heure. On a fait un supplément pour le journal Libération pour les 50 ans du lycée Rabelais, qui est un peu un lycée de banlieue à Paris, si vous me permettez l'allégorie. Et on avait des témoignages, et notamment une jeune élève de première qui nous racontait qu'elle passait plus de temps sur Pronote que sur TikTok. Tellement elle était stressée par cette évaluation permanente, continue de la note qui arrive, de l'alerte, etc. Donc je me permets de rajouter cette anecdote à la réflexion, la valeur de la note et effectivement la question du prendre soin qui a aussi été posée. Qui se lance en premier ? Virginie Chartel. Allez hop. J'ai fait le résumé. Les trois. Non, pour revenir effectivement à ce qui a été évoqué par rapport au baccalauréat, quand j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on accueillait les élèves tels qu'ils étaient pour les mener le plus loin possible, en seconde générale et technologique, il y a plusieurs possibilités et la voie professionnelle en fait partie. Il est très clair que la majorité de nos élèves vont quand même vers la voie générale et la voie technologique. Donc il y a une réflexion à avoir sur une perspective d'études, puisqu'on sait bien qu'un baccalauréat général, c'est loin d'être acérant dans notre société, malgré tout. Je crois qu'il faut être clair. Après, pour avoir aussi été proviseur en lycée professionnel, il est bien évident que le diplôme de la voie professionnelle peut être une fin en soi et pour certains élèves, la perspective d'intégrer le monde du travail. Mais même pour ces élèves-là, on essaye de les emmener le plus loin possible, de les pousser à faire un BTS derrière pour justement trouver une place qui soit la leur dans la société. Donc je suis assez d'accord avec vous. Je veux dire, sur le global, ce qui est important aussi, c'est ces 3 années, la manière dont ils les passent. Enfin, malgré tout, le lycée est sanctionné par le baccalauréat à la fin. C'est quand même le diplôme de sortie et pour le coup, celui d'entrée pour l'université. Je souhaitais aussi évoquer le bien-être, le mal-être adolescent. Je ne sais plus trop comment il faut effectivement traiter la chose. Par expérience, je suis chef d'établissement. Vous avez 2000 élèves à Hélène Boucher, c'est ça à peu près 1850, mais bon, à Jean Massé, j'en avais à peu près pareil, puisqu'on était aux alentours de 1800. Vous avez une assistante sociale Non, pourquoi faire Non, j'en ai une sur le collège, mais qui est là quelques heures dans la semaine. Au niveau des psychologues de l'éducation nationale, c'est aussi très ponctuel et en tout cas, ça ne répond pas à la demande. Et ce que je souhaitais évoquer, puisque la collègue en parlait, c'est qu'effectivement, on a besoin dans chaque établissement
au vu du mal-être de nos adolescents, parce que M. Borst parlait de 40%, et très clairement, ces 40%, on les voit. Hein. Je veux dire, les gamins qui ont des scolarités aménagées, qui sont en phobie scolaire, qu'on n'arrive pas effectivement à faire revenir, on les a tous dans nos établissements, hein, avec des aménagements du baccalauréat qui se multiplient, des choses qu'on n'avait jamais vues effectivement au préalable. Et la nécessité dans les établissements, outre les psychologues de l'éducation nationale, qui sont quand même normalement plutôt missionnés sur l'orientation que sur le côté psychologie, même si effectivement l'appellation a changé. Je veux dire, moi j'ai toujours mis des cellules d'écoute en place avec des psychologues qui intervenaient. Mais ça a un coût, c'est avec effectivement des financements que pouvait fournir préalablement la mission de lutte contre le décrochage scolaire, mais ça ne tombe plus. Après c'était effectivement le CNR, mais il y a eu trop de demandes, donc on n'est plus fourni non plus. Donc là, effectivement, pour pouvoir proposer ce type de service dans l'établissement. Par exemple, moi j'ai une psychologue qui vient 3 heures par semaine et les élèves ont accès libre. Enfin, 3 heures pour 1850, vous imaginez qu'on traite les situations les plus urgentes. Et les élèves, ils vont sans prendre rendez-vous, ils peuvent y aller à plusieurs. Les enseignants peuvent aussi aller la voir. Mais voilà, c'est 3 heures par semaine. Donc on essaye de trouver des associations de ci, de là, qui veulent bien intervenir. Dans le cadre d'un projet, on essaye de leur donner quelques crédits quand même pour pouvoir poursuivre. Mais je crois qu'au vu de la détresse effectivement de nos adolescents, il serait urgent d'y penser très sérieusement. Il y a un côté bricole quand on vous écoute. Hein. Ah, très clairement, oui, c'est la maison du bricolage de l'éducation nationale. Non, mais tout dépend effectivement de ce qu'on a envie de porter. Mais à un moment donné, bien sûr qu'on est obligé de taper à toutes les portes pour essayer de monter des projets et de pouvoir répondre aux besoins de nos élèves. Grégoire Borst, j'aimerais bien vous entendre sur ce stress du contrôle continu dans lequel effectivement la réforme du bac a mis les élèves et de l'évaluation permanente que monsieur soulignait je rebondis encore sur cette histoire. Vous parliez de l'injonction à séparer les jeunes des écrans et de leur mettre à disposition des applis sur lesquelles ils peuvent passer leur nuit, leur jour et surtout leur nerf, quoi. Alors peut-être plusieurs réponses. En fait, l'anxiété, elle n'est pas liée au contrôle continu. Elle est liée à ce qu'on fait du contrôle continu. C'est exactement ce que vous disiez. C'est ça qui me semble être important. C'est qu'effectivement, à partir du moment où le contrôle continu, dont on sait que c'est la meilleure modalité effectivement d'évaluation, parce qu'elle permet à l'élève de se calibrer dans le temps et pas simplement de réviser pour l'examen terminal, sachant que, je vous rappelle que quand on fait des études de qu'est-ce qu'ils retiennent après un examen terminal de fin d'année, c'est 20 à 30% de ce qu'ils ont révisé pour ce contrôle terminal. Donc ça ne sert à rien. Je veux dire, globalement, on ne fait pas de l'apprentissage pour réussir son examen terminal. Donc je pense que la modalité contrôle continu est la bonne modalité. Maintenant, en la mettant en perspective pour l'élève, et peut-être, et là je vous rejoins entièrement, c'est que la note ne doit pas être à ce moment-là une note sommative, mais doit être une note formative. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut qu'on arrive à réfléchir. Je pense que c'est pas possible dans notre système éducatif, mais bon, à la rigueur, je m'en fous. Je peux penser. Moi, j'ai le droit de penser en dehors du cadre. C'est de rapporter non pas la note, mais la progression de l'élève. C'est-à-dire que finalement, c'est la progression par rapport à lui-même qui compte. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, c'est bien l'enjeu de l'éducation, c'est bien de faire progresser tous les élèves. Et pour autant, la façon dont on les évalue, c'est pas sur leur progression. Donc là, il y a un paradoxe. Et donc, c'est peut-être ce paradoxe-là qu'il faut essayer de pouvoir adresser, parce qu'à ce moment-là, effectivement, l'anxiété est beaucoup moins forte, parce que je suis pas en train de me comparer par rapport aux autres. C'est ma courbe de progression personnelle qui importe aux yeux de l'institution et qu'elle valorise. Et dans ces cas-là, je peux partir de plus bas, mais d'une certaine manière, j'ai progressé, donc j'ai fait ce qui était attendu de moi en tant qu'élève, c'est-à-dire finalement d'apprendre et d'acquérir des compétences. Donc je pense qu'en soi, c'est pas évaluer le chemin plus que l'objectif. Exactement, d'évaluer le chemin et d'évaluer le parcours. Et ça, si on arrivait à changer de focale là-dessus, je pense qu'on pourrait avoir des élèves qui sont moins dans cette problématique-là. La deuxième chose sur Pronote. Pronote, on peut le, parce qu'on a un peu travaillé là-dessus sur la commission écran. Le truc là d'Emmanuel Macron là sur on va résoudre tous les problèmes de la société dans le problème des écrans. Voilà. Donc je suis allé parce que je me suis dit que tiens, on va voir où est la lumière dans cette nouvelle problématique-là. Non, j'essayais surtout que ce soit pas trop. Est-ce que vous étiez en uniforme ? Un peu trop dur, l'uniforme pour tout le monde, plus d'écran. Force est de constater que sur Pronote, on ne fait pas le travail non plus. C'est-à-dire que Pronote, c'est paramétrable. C'est-à-dire qu'on peut ne plus avoir de notification après 19h30. C'est ça qu'il faut faire. C'est très clair. On arrête les notifications de notes ou même les messages
après 19h30. Ça évite effectivement que les élèves restent connectés une grosse partie de la soirée et une partie de la nuit, parce qu'ils se demandent quand est-ce que va enfin tomber la note de sciences physiques, de telle manière à pouvoir savoir si j'ai mieux réussi ou moins bien réussi que son voisin. Donc c'est paramétrable. Donc il y a une réponse en fait qu'on peut avoir au sein de l'institution, de dire, au même titre que dans les entreprises, on a le droit du temps de déconnexion. Et c'est vrai pour les élèves, mais c'est vrai aussi pour les enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de ne pas avoir de message sur Pronote et de ne pas mettre de message après, à un moment donné. Et ils ont le droit, s'ils veulent, de mettre les notes au milieu de la nuit, mais que ces notes, elles ne seront effectivement ouvertes que le lendemain à 19h30, et surtout pas dans le temps scolaire, parce qu'en fait, une partie du temps qu'ils passent à regarder leur téléphone portable, c'est pour en fait aller sur Pronote pour regarder si, quand ils sont au cours de maths, la note de physique est enfin tombée. Donc on a la possibilité aussi de pouvoir effectivement avoir des paramétrages qui permettent d'éviter ce type de comportement. Donc déjà, on diminue un peu la part du temps passé sur les écrans du fait de Pronote. Donc ça, je pense que c'est une première option. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne donne pas une note aux parents sans avoir donné la note d'abord à l'élève. Je pense que c'est le respect minimal. Il y a quand même un certain nombre de fois où les parents ont la note en même temps que leurs enfants. C'est absolument pas acceptable. Je suis désolé, c'est pas acceptable. C'est-à-dire que c'est le minimum de respect qu'on doit avoir pour les élèves, c'est qu'ils aient d'abord eux la note, et qu'ensuite et tout ça c'est paramétrable sur Pronote. Donc il suffit de le paramétrer, il faut reprendre le contrôle sur nos outils numériques. Bon. Bruno. Alors avec la région qui... alors il y a un autre petit problème, c'est que le pilotage du numérique se fait sans le concours de l'éducation nationale, ce qui est un peu surprenant. Je trouve que c'est bizarre. C'est que si on pense à un projet d'établissement et qu'on se dit que c'est la région qui décide de mettre ou pas des écrans, c'est vrai que je trouve ça surprenant. Et que je trouve qu'effectivement, et on revient à l'autonomie, là il y a une question d'autonomie et une question de pilotage. Donc c'est peut-être ça aussi ce vers quoi il faut aller. Bruno Bovkiewicz, je voulais réagir avant qu'on fasse un deuxième tour de questions. Oui, sur la question de trop de place à la suite et au sup, je pense qu'il faut quand même qu'on se redise que le lycée n'est qu'une étape, hein, et qu'il n'est pas illogique de préparer la suite. Qu'on en ait davantage conscience aujourd'hui, tant mieux. Enfin, moi, je trouve que les éléments de constitution de l'examen nous y préparent davantage, et je trouve que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde ira. Et on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, la réussite n'est pas que la réussite à l'examen. On a fait évoluer nos jeunes, on leur a appris à réfléchir par eux-mêmes, et des parcours ne seront pas tous aussi linéaires, et ils n'iront peut-être pas tous dans le sup. C'est pas grave aussi, on peut être d'accord avec ce qui a été dit. N'empêche que, donc l'essence même d'un établissement scolaire de type lycée, c'est de préparer la suite. Donc c'est quand même important de se le dire, même du côté des lycées professionnels. Donc le baccalauréat professionnel a, moins qu'avant, une vocation d'insertion professionnelle. Il a de plus en plus de vocation de poursuite d'études. C'est aussi les liens avec les taux d'insertion professionnelle qui le montrent et qui nous en montrent la nécessité. Sur la question de la santé mentale, on n'a pas du tout pris en compte le Covid. Donc, faut être clair, c'est complètement dingue de ne pas avoir du tout intégré dans les réponses apportées au système la place de l'accompagnement des jeunes, au-delà même de cet épisode, d'un point de vue psychologique. Donc, c'est pas parce qu'on a remplacé le terme psychologue de l'éducation nationale par... conseiller d'orientation psychologue, par psychologue de l'éducation nationale, qu'on a réglé le sujet. Et d'ailleurs, on ne les a pas. Donc, quand on voit le taux d'encadrement, et je ne parle pas de l'assistante sociale ou de l'infirmière scolaire, moi, dans mon établissement, j'ai 1900 élèves, 700 collégiens, 1200 lycéens. Je n'ai pas d'assistant social attribué. Je ne parle pas du support. Je ne parle pas de la présence même d'un poste vacant parce qu'on ne trouve pas de candidats. S'il y avait des candidats, je n'en aurais pas puisqu'on n'en a pas attribué. Et pourtant, il y a dans tous les établissements scolaires un besoin. Sur la place du contrôle continu, oui, il y a eu un focus qui a été fait depuis Parcoursup et depuis le contrôle continu lié au bac. En réalité, on s'y habituera. Donc, le système met toujours un peu de temps à s'adapter. Les élèves, les parents et les personnels se rendront compte que de toute façon, c'est plus favorable aux élèves que l'épreuve terminale.
Et maintenant, il y a des systèmes, mon syndicat défend ça, hein, qui permettraient d'être un peu plus juste, parce qu'il y a cette difficulté du contrôle continu, et donc de l'écart potentiel d'un enseignant à l'autre, d'un établissement à l'autre, et de ce que regardent particulièrement les élèves. Ils ont raison de le dire, parce que c'est vrai. Donc, alors moi, devant les parents, je défends toujours le contraire. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais en réalité, c'est vrai. Donc, vous avez dans cet établissement, j'imagine, comme dans le mien, comme dans tous ceux que j'ai traversés, des enseignants qui notent plus sévèrement que d'autres. Donc c'est une réalité, il ne faut pas se dire le contraire. Et la question, c'est comment on travaille. Le problème, c'est qu'on ne vous a pas, en tant qu'enseignant, accompagné sur ces questions. Donc sur ce sujet comme sur d'autres, on n'a pas du tout accompagné le changement. Donc on prend des décisions, mais on ne forme personne pour évoluer dans les pratiques pédagogiques. Or, il y a un sujet autour de la note qui, vous l'avez raison, sert à différentes choses. Et il faut se décentrer. Donc, soit on intègre le progrès de l'élève, soit on intègre l'écart de la note par rapport à l'établissement, soit on introduit des systèmes de péréquation, comme on le fait pour les concours, le CAPES, la grecque et de la péréquation. C'est-à-dire, votre note de jury, elle a été revue en fonction de la sévérité potentielle de votre correcteur. Et donc, à partir de là, on doit être aussi, nous, en capacité de corriger ça. Si des établissements notent plus sévèrement que d'autres, eh bien, il faut le corriger. Ça se travaille, tout ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas ouvert ce chantier, mais il faut absolument qu'on l'ouvre parce que c'est un sujet de stress important pour les élèves et les familles. Merci. Je me demandais dans quelle mesure un établissement, un bon lycée, c'était pas aussi un lycée ouvert sur les familles. On parlait beaucoup de la difficulté des familles qui sont casse-pieds, etc. Mais est-ce que cette explicitation dont on parlait tout à l'heure avec les élèves a vraiment lieu avec les familles? Même les familles de Parisiens CSP++ sont en capacité peut-être d'entendre quel est le projet pédagogique, pourquoi à un moment on arrête les notes, pourquoi à un moment on met en place tel et tel dispositif. Un lycée ouvert aussi sur les structures médico-sociales qui existent dans la ville, un lycée ouvert sur les structures culturelles qui existent dans la ville. Voilà, un lycée qui soit ouvert comme il l'est aujourd'hui, par exemple, pour faire part de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Voilà, c'était une question complémentaire. Il y a deux autres. Bonjour. Merci, parce que ça fait chaud au cœur de réfléchir ensemble et d'avancer. Sur le contrôle continu, donc moi je suis proviseur de lycée également, en fait je pense qu'il y a aussi la question des représentations que nous avons tous, de la méritocratie et en fait cette idée qui est ancrée en nous, que si tout le monde gagne, ce n'est pas donc possible, ça n'a pas de valeur. Et donc, si tout le monde a des bonnes notes, en fait, on n'est pas crédible. Donc, on est tous pris dans une espèce de représentation qui nous pousse à dire aux élèves, et les familles aussi, et aux familles, que il faut forcément qu'il y ait des bons et des moins bons. Voilà, je pense qu'on a un gros travail à faire tous ensemble sur nos représentations, et c'est ce qui freine aussi la question de l'évaluation formative, parce que les élèves, pour eux, quand on leur dit ça n'est pas noté, mais on va travailler sur vos compétences, ne nous croient pas, puisque nous-mêmes nous n'y croyons pas. Donc il y a vraiment un gros sujet, et cette question du mal-être des élèves, elle est criante. Moi, je travaille dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Les élèves ne décrochent pas, mais ils ont perdu espoir, moi, je trouve. Vraiment, alors il y a plein de... C'est pas seulement le lycée. Ils n'y croient pas vraiment. Et il y a une perte de sens. Et je pense que nous devons nous questionner sur le sens que nous donnons au parcours des élèves et que nous allons donc les aider à construire. Voilà. Merci. Il y avait une question derrière vous, madame, aussi. Ah, et puis monsieur Nahar devant. Oui, alors moi, on m'entend là? Oui. Oui, alors moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors déjà, sur le bien-être, effectivement, de nos élèves, le pôle médico-social est d'une importance cruciale, on ne va pas se mentir. Nous, ça fait 2 ans, effectivement, je peux y revenir, mais c'est important de le dire, mais ça a été dit, mais c'est bien de le répéter. Sans assistance sociale, c'est très compliqué. Voilà, parce que tout ce qui est remis en place ou le travail qui est fait par soit nos enseignants, soit nous la direction, soit notre vie scolaire.
Et ça nous complique la tâche parce qu'on n'est pas des spécialistes. Voilà. Quand j'ai un infirmier qui peut s'absenter pour maladie ou autre et qui n'est pas remplacé, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'était juste pour expliquer qu'effectivement c'est d'une importance cruciale pour le bien-être de nos élèves, pour les accueillir. Effectivement, je rebondis sur ce que a dit M. Bobkiewicz tout à l'heure, sur le Covid. Le Covid, oui, il y a eu un déclenchement, je pense, moi, parce qu'on s'en est aperçu à partir de ce moment-là, même s'il y avait des difficultés avant, mais j'ai le sentiment que depuis le Covid, on recense, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de nos élèves qui sont extrêmement anxieux, mais vraiment en grande difficulté de stress, de mal-être. Et ça, il faut vraiment les accompagner, quoi. On parlait de 40%, ça ne m'étonne pas. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les moyens, malheureusement, dans nos établissements, de le faire. Sur le contrôle continu, oui, les notations sont un gros problème, mais il faut, voilà, c'est le système, l'éducation nationale qui est institué comme ça. Le bac, c'est fait de notes, donc il faut effectivement des notes. Dans notre établissement, on essaye, avec les moyens qu'on a et avec les échanges, les discussions, tout ce qu'on peut mettre en place avec nos équipes enseignantes, c'est de pouvoir essayer d'alléger ça. Par exemple, on s'est battu longtemps, mais déjà avant que j'arrive, de ne pas mettre les notes visibles sur Pronote. À certains moments de l'année, où il y a des jalons, de façon à ce que, justement, décorréler le sens qu'on veut donner au travail de la notation, pour les défaire de ça. De façon aussi à créer du lien et créer des échanges, des vrais échanges entre l'élève, l'enseignant, et entre l'enseignant et la famille, et les parents et l'élève. Voilà, c'est de façon à créer ça, une dynamique. Et on a eu beaucoup de difficultés. Je ne vais pas vous mentir que quand je suis arrivé, il a fallu passer par le CA pour mettre en place, ça a été voté d'ailleurs, tout un protocole en disant le pourquoi du comment on ne veut pas mettre les notes pour protéger nos élèves, de façon à ce qu'ils se ressentent sur le travail, sur leur progression, et non pas sur la note finale qui n'est pas anecdotique, parce qu'elle compte quand même. Mais pour leur dire, voilà, on se décentre de ça pour se recentrer sur ce qui est important pour nous. Voilà ce que je voulais. Merci. Dernière question là, parce qu'il nous reste 5 minutes pour essayer de... J'ai failli vous montrer mon portable, monsieur Nard, comme vous faisiez tout à l'heure. C'est une question très rapide. En fait, vous avez dit à un moment, monsieur Bobkiewicz, un bon lycée est un lycée mixte. J'aimerais bien qu'on se redise pourquoi, quelle est la plus-value en termes, notamment, on parle beaucoup de climat scolaire et de bien-être. J'entends jamais quel est l'intérêt en fait pour les élèves et pour les adultes. Moi, j'ai mes arguments, mais voilà, j'aimerais bien qu'on se redise pourquoi et qu'on ne parle pas que de mixité sociale, peut-être, parce que le lycée, c'est quand même, en termes de mixité de genre, c'est pas du tout... par exemple, si on va voir les lycées pro, si on va voir les séries technologiques, c'est pas mixte non plus. Donc voilà, pourquoi ? C'était mixte et public, un bon lycée. Dans la présentation de Bruno Bobkiewicz. Je vous laisse... Ah, d'accord. Je vais poser une question très très rapidement. Elle concerne le lien que vous semblez faire entre autonomie d'un lycée et le fait que ce soit un bon lycée, enfin, la nécessité qu'il soit autonome ou plus autonome. Je voulais savoir si, de votre point de vue, c'était plutôt dû au fait que vraiment il y a une différence majeure dans la gestion des différents lycées, selon leur nature, ou si c'était pour se tenir à distance du projet standard qui est inadapté à l'ensemble des lycées de France. C'était pour savoir si c'était plutôt une volonté de se détacher de l'inertie du système. Merci. Je vous laisse, ouais. D'abord sur l'autonomie. Chaque établissement a ses particularités en fonction du public accueilli, en fonction de son environnement. Et donc pour pouvoir l'adapter, adapter la pédagogie, l'accueil, l'accompagnement, il faut l'autonomie nécessaire. Donc oui, il y a un standard qui ne peut s'appliquer partout. Et l'intérêt de l'autonomie aussi pour nous, c'est de pouvoir mettre à distance ou à demi-distance des idées, même si on est représentant de l'État, mais parfois on peut tout à fait prendre un petit peu de distance et puis faire des adaptations et prioriser certains sujets par rapport à d'autres, parce qu'il y a une réalité, c'est que, mais Mohamed l'a dit, on n'a pas toujours le temps de tout faire. Oui, ça répond à la première question. Oui, un lycée idéal, c'est un lycée qui est ouvert, donc, et qui développe des partenariats, qui est ancré dans son territoire, etc. etc. La question, c'est le sous-encadrement global
des établissements qui fait qu'on n'a pas la disponibilité pour pouvoir faire tout ça, tout le temps, partout. Donc, sur la question de la mixité, en fait, c'est pas une question, vous avez la réponse, je crois. Donc, vous auriez pu faire et la question et la réponse. Mais comme un certain nombre d'entre vous dans la salle, donc vous avez fait des questions et des réponses. Mais c'est normal, c'est le jeu. Je ne vais pas vous refaire le numéro de l'intérêt de la mixité sociale, scolaire, de genre, etc. dans les établissements scolaires. Je crois que vous n'avez pas, vous, ici, à être convaincu de ça. C'est un certain nombre de politiques qu'il faut réussir à convaincre, mais ils sont partis. Il en reste une, malgré tout. On s'était dit entre nous, ils vont partir au moment où on va se mettre sur les chaises. Peut-être revenir un instant sur la question de savoir, par exemple, sur un établissement comme Hélène Boucher, pourquoi je n'ai pas mis tout de suite, des classes sans notes en place, effectivement, au niveau seconde. Parce qu'effectivement, déjà, il faut convaincre les équipes, il faut avoir des équipes relativement nombreuses, et ça implique quand même de transformer effectivement toute l'évaluation par compétences, et ça demande quand même un travail relativement important, pour l'avoir déjà vécu dans une autre structure. Après, ce qu'on arrive à faire, mais alors là, malheureusement, c'est lié effectivement à la difficulté de nos élèves, c'est que de manière temporaire, pour un grand nombre d'élèves, et ça se multiplie effectivement depuis maintenant 2-3 ans, on fait des périodes où on arrête de les noter parce qu'on sent qu'ils ont besoin de reprendre confiance en eux, sinon ça les démolit complètement, ils n'arrivent pas à revenir en classe. Donc par contre, on arrive effectivement à négocier avec les équipes des périodes où on laisse l'élève au repos, mais sachant qu'on a la famille derrière qui tape un petit peu au carreau pour savoir alors il a eu combien, mais on explique que ces moments de pause sont aussi extrêmement importants pour que l'élève puisse reprendre confiance en lui et se réinvestir correctement dans ses études. Grégoire Bost, un mot de conclusion et puis on va J'aimerais juste revenir sur une chose qui a été dite sur post-Covid, parce qu'on est tous d'accord que en fait, post-Covid, on a effectivement des élèves qui sont en situation d'urgence. En urgence, effectivement, je dirais en termes de santé mentale, et en urgence aussi scolaire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le disiez très bien, il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens des apprentissages. Parce qu'en fait, ils sont sortis du système, ils l'ont regardé de l'extérieur, et ils se sont dit, en fait, on était un peu comme des hamsters qui tournaient dans la roue, mais maintenant qu'on se pose des questions, on voit que ça ne répond pas complètement, finalement, aux enjeux. Et donc il va falloir prendre du temps, je le dis, il va falloir prendre du temps pour discuter avec les élèves. Il va falloir effectivement les réengager dans les apprentissages. Et ça, à part si on décide collectivement de prendre un temps réel de discussion avec eux pour leur réexpliquer les enjeux, le pourquoi, le comment, des apprentissages, tout ce qu'on s'est dit là finalement, qui reste quand même des implicites, un peu systématique pour les élèves. À quoi ça sert le lycée? C'est quoi un bon lycée? Peut-être que c'est ça aussi la discussion qu'il faut avoir avec eux. Et quand même aussi en prenant conscience qu'ils sont quand même conscients de l'environnement dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'un environnement dans lequel on prend les résultats à PISA 2022, qu'on regarde qu'il y a une diminution en maths et en français, et que personne, et je le dis bien, personne, dans le discours public dit, ça s'appelle l'effet Covid, ça veut dire que quand en fait les enfants vont plus à l'école, ils apprennent moins bien, et que donc ça a des effets, c'est dingue, c'est dingue comme remarque. Vous fermez les écoles, les enfants apprennent moins bien, mais dingue. Et ça a des effets d'augmentation des inégalités sociales, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'est pas à l'école, le poids du milieu social d'origine joue plus sur vos apprentissages, incroyable. C'est vraiment voilà, nouveauté. Et que de tout ça, vous en tirez quoi? Le choc des savoirs. Les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et quand, ça va être génial, vous allez le voir, je vous le donne, 2026, les scores vont mécaniquement remonter. Pourquoi? Parce que les élèves seront allés à l'école. Incroyable. Et ça sera donc le choc des savoirs. On se fait un petit pari? Je finis là-dessus. Merci à tous.